là ou pas? Elle a... Bienvenue dans le débat de France 24. Divorce à l'italienne ou bien à l'allemande, les Britanniques ont encore 3 jours jusqu'à dimanche pour dessiner les contours de leur relation future avec l'Union européenne. Voilà déjà 10 mois que le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE, mais la sortie définitive du marché unique et de l'union douanière n'aura lieu qu'à la fin du mois, le 31 décembre. Cette période de grâce censée permettre une séparation à l'amiable va-t-elle au contraire accoucher d'une déflagration aux conséquences encore mal mesurées ? On en débat avec ici même à mes côtés la chef du service Europe de France 24, Caroline de Camaret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Caroline. Également avec nous, Paul Thompson, vice-président de la section parisienne du Parti conservateur britannique. Bonjour, Paul Thompson. Bonjour. Avec également parmi nous aujourd'hui Guillaume Clossat, ancien conseiller spécial du vice-président de la Commission européenne, également fondateur du think tank Europa Nova et de Civico Europa. Bonjour, Guillaume Clossat. Bonsoir, Raphaël. Alors, quel est votre pronostic à vous, Caroline, qui suivez ces négociations européennes régulièrement et particulièrement en ce moment? Va-t-on vers un accord ou pas? Alors, il y a plusieurs signaux qui sont quand même assez alarmants. Alors déjà, je sais que vous avez beaucoup étudié la question, Raphaël, des statistiques et surtout des paris qui sont faits au niveau britannique, parce que les parieurs, les bookmakers sont assez forts en pronostic, et même sur les questions de Brexit, ils étaient quand même dans les clous. Donc là, la probabilité pour eux d'un no deal a augmenté à 50%, alors qu'on en était donc hier à 33%. Déjà, donc on voit que eux-mêmes sont très nerveux. Et puis il y a quand même ces déclarations successives. Il y a un dîner manqué, un rendez-vous manqué en quelque sorte. La date, le rendez-vous en tête-à-tête avec Ursula von der Leyen et Boris Johnson n'a pas donné le résultat escompté, à savoir l'annonce d'un deal, d'un accord. Et il y a surtout cette idée que les Européens ont enfin mis sur la table, parce que c'était demandé par plusieurs États depuis plusieurs semaines, ce qui est finalement une clause de mesure d'urgence en cas de no deal, et que on voit bien que dans l'Instrik, c'est-à-dire du côté britannique, il n'y a aucun répondant là-dessus non plus, c'est-à-dire que non seulement on semble engagé plutôt sur la voie d'un non-accord, mais qu'en plus il n'y aurait pas de mesure de sauvetage pour sauver ce qui peut l'être en pleine crise économique et crise sanitaire. On voit bien que la tension est à son maximum. On va l'évoquer dans un instant, justement, ces mesures qui ont été mises en place en cas de no deal. Le no deal, justement, vous pensez aujourd'hui que c'est l'hypothèse la plus probable, Paul Thompson, lorsqu'on écoute votre Premier ministre Boris Johnson parler d'une forte possibilité qu'il n'y ait pas d'accord avec l'Union européenne. Il vient de le dire à l'instant. Est-ce qu'il bluffe, vous qui connaissez un peu sa personnalité, son profil, ou est-ce qu'au contraire, c'est une réelle possibilité, l'hypothèse peut-être la plus probable aujourd'hui à 3 jours de la fin théorique de ces négociations? Je pense que comme dans toute négociation, il y a une tactique propre à la dynamique de la négociation. Jusqu'ici, je pensais toujours moi-même qu'un accord était une hypothèse beaucoup plus probable que l'absence d'un accord, mais il est vrai qu'avec chaque jour qui passe, étant donné que la date fatidique du 31 n'est pas du tout loin maintenant, la probabilité qu'il n'y a pas d'accord semble monter. Néanmoins, je ne suis pas de l'avis que c'est plus probable qu'il n'y a pas d'accord. Moi, je dirais que c'est 60% pour un accord et 40% pas d'accord. C'est la probabilité que j'assignerais moi-même sur cette question. Guillaume Clossat, on peut évaluer aujourd'hui les chances d'obtenir dans les 3 jours, c'est demain, un accord ou pas? Écoutez, moi je ne mettrai pas ma main à couper, mais si je devais faire un pari, c'est qu'il y aura un accord pour différentes raisons. D'abord parce que Biden est arrivé au pouvoir et qu'il y a eu une pression très très forte pour qu'il y ait un accord. Ça n'était pas le cas avec Trump. Il y a eu, il y a 2 jours, aussi un accord sur la frontière irlandaise et sur les modalités de gestion des différends entre le négociateur britannique et le vice-président
Maroš Šefčovič, dont peu ont fait écho, mais ça donne quand même le signe d'une dynamique positive. Ensuite, les Européens sont très unis, ce qui pouvait nous diviser. Le plan de relance, il y a un accord avec les Polonais et les Hongrois qui a été acquis hier et qui finalement favorise l'unité des Européens sur ce sujet. Et puis, nous sommes prêts. En fait, la Commission a annoncé qu'elle était prête avec un plan de soutien spécifique, mais ça fait déjà des mois, voire une année qu'on travaille sur ce plan en cas de no deal. Donc les Européens sont prêts à y faire face. Et le choc pour l'Union européenne, en fait, a été anticipé et par les marchés et par les acteurs. Ça provoquera des désagréments forts, mais les vrais désagréments seront du côté de Londres. Moi, personnellement, je pensais que Boris Johnson profiterait en fait du lancement du vaccin au Royaume-Uni par anticipation comme un acte de souveraineté factice, mais qui lui permettait de montrer que le Royaume-Uni avait retrouvé sa souveraineté en matière sanitaire et qu'il en profiterait pour obtenir ou présenter l'accord dans la foulée. Je comprends qu'il y a quelques points de détail qui bloquent, mais que sur l'essentiel, on converge. Après, il peut toujours y avoir un accident. Oui. Il peut toujours y avoir un accident, parce qu'on est face à une personnalité quand même qui est imprévisible, et puis il y a une pression au sein d'une partie des conservateurs pour jouer le no deal. Mais je pense que ça serait suicidaire pour le Royaume-Uni, et ce n'est pas du tout la volonté des citoyens britanniques que de se retrouver dans une situation suicidaire. Ah ça, on va voir ça justement dans un instant avec Paul Thompson. Vous vouliez réagir, Caroline de Camaret ? Alors, rappelons quand même le contexte. Nous sommes au milieu d'un sommet européen. Un sommet européen qui devait être effectivement consacré essentiellement au budget, au climat et troisième grand chapitre, le Brexit. Et aujourd'hui, on a un président de ce sommet européen, Charles Michel, qui dit on va pas prendre tant de temps que ça pour faire un tour de table sur nos futures relations avec le Royaume-Uni. C'est ce qu'il a dit il y a quelques minutes. C'est une Brexit fatigue ou une tactique de négociation ? C'est une Brexit fatigue et surtout un rappel au bon ordre, à savoir qu'on ne va pas chercher Boris Johnson à diviser les Européens sur leur territoire à Bruxelles pendant qu'ils sont à 27 dans un sommet européen en disant pique-pente des uns ou des autres, les pêcheurs et les non-pêcheurs, etc. Mais que ce sera bien, ça se passe toujours au niveau de Michel Barnier, des négociateurs, que Ursula von der Leyen a donné un petit coup de pouce politique, mais que la négociation elle a lieu jusqu'à dimanche et dans une autre enceinte, et qu'il y a une fatigue surtout de Boris Johnson, qui est très perceptible chez les Européens aussi, vous le comprenez. Et que donc, c'est dans cette enceinte, il ne faut pas mélanger les genres, c'est-à-dire qu'on ne va pas négocier chef d'État après chef d'État en tentant le tout pour les diviser, en jouant la montre, comme Boris Johnson l'a fait jusqu'à maintenant. Il n'a comment fonctionne l'Union européenne arrivée au terme de ces négociations. En tout cas, n'a pas voulu comprendre et a voulu jouer la montre jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Écoutez ce que dit Dominic Raab, il est le ministre britannique des Affaires étrangères et il juge que pour parvenir à un accord, l'Union européenne doit encore bouger significativement. On l'écoute. Les obstacles auxquels nous avons été confrontés concernent deux sujets principaux. L'un est l'idée que le Royaume-Uni quitterait la période de transition en vertu d'un accord de libre-échange, mais serait le seul État côtier indépendant au monde empêché de contrôler ses zones de pêche. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et deuxièmement, nous n'acceptons pas qu'on nous impose des exigences réglementaires qui vont au-delà des accords de libre-échange que l'Union européenne a conclus précédemment avec la Corée ou le Canada. Nous allons donc nous calquer sur les modèles mondiaux, nous suivrons les précédents de l'Union européenne, mais ce que nous n'allons pas faire, c'est abandonner ces points clés de principes démocratiques. Alors en cause, l'accès aux zones de pêche britanniques et les garanties exigées aussi par l'Union européenne aux Britanniques en matière de concurrence en échange d'un accès sans droit de douane ni quota à un marché unique européen. Le premier point, c'est cet accès aux zones de pêche. On a avec nous Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France. Bonjour Olivier Leprêtre, merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tous. Plus de 60% du tonnage pêché dans les eaux territoriales britanniques l'est par des bateaux étrangers avec, pour chaque année, des quotas déterminés par espèce et répartis selon les pays sur des grilles qui déplaisent aux pêcheurs britanniques. Vous comprenez que Londres aujourd'hui entend y faire obstacle ?
Oui, écoutez, on peut le comprendre. Bon, il faut savoir quand même que nous, nos flottilles, principalement dans les Hauts-de-France, le Royaume-Uni est très proche des Hauts-de-France. Quand on est à Boulogne, on voit les côtes britanniques et on voit Douvres. Vous voyez, donc on est vraiment très très. Après que les Britanniques veulent reprendre leurs eaux, on peut le comprendre parce que nous aussi, il y a des moments où on est très en colère avec les pays étrangers. Mais bon, il faut faire avec. Moi, ce qui m'inquiète dans ce fameux Brexit, c'est que les pêcheurs des deux parties vont en payer les pots cassés. C'est-à-dire que les pêcheurs français, ou je vais plutôt dire les pêcheurs européens, n'auront plus accès aux eaux. Mais ce qui m'inquiète encore plus, et j'ai l'impression que les pêcheurs britanniques en ont pas conscience, c'est qu'ils vont perdre le marché européen. Et d'après les statistiques, le prix de vente de leurs poissons va être inférieur au prix de rentabilité. 80% du poisson pêché, y compris par les bateaux du Royaume-Uni, est exporté essentiellement vers l'Union européenne. C'est ce que vous dites, l'Europe est le principal débouché des pêcheurs britanniques. Voilà, les pêcheurs britanniques les Britanniques ne consomment que 30% de leur production. Donc 70% est importé en Europe et une grosse partie sur Boulogne-sur-Mer dans les Hauts-de-France. Et précisément, c'est pour ça que, en fait, d'un certain point de vue, on avait un levier sur les Britanniques. Le levier pour leur dire, écoutez, continuez à nous accorder des zones de pêche, alors à hauteur de 80%, on va diminuer un petit peu, mais vous continuez à nous donner accès à votre zone de pêche exclusive. C'était de leur dire, en échange de quoi, vos pêcheurs n'auront pas de droits de douane, ils pourront donc exporter vers nous, vers l'Union européenne, les poissons à bas prix, toujours, et non pas comme une denrée de luxe, et que donc il y avait la possibilité d'essayer de rapprocher les positions. Et côté français, c'est aussi une question, vous entendez bien que c'est des questions presque sentimentales, finalement, de souveraineté, etc. Côté français, il y avait aussi un argument pour Emmanuel Macron qui est très braqué sur ce dossier de la pêche, c'était que finalement, on allait peut-être moins accéder aux eaux britanniques, mais comme on a une politique commune de la pêche, et on pouvait peut-être subventionner davantage les pêcheurs européens, et que ça, c'était une autre avec solution. Les producteurs laitiers dans voilà, exactement. Par exemple, et tout cela aurait pu rapprocher les points de vue, et on n'est pas allé jusqu'à ce rapprochement. On voit bien que c'est ce qui bloque le plus dans cette négociation. Olivier Leprêtre, en cas de no deal, vous craignez quoi, vous, concrètement, pour les pêcheurs français ? Pour les pêcheurs français, ça va être catastrophique, parce qu'il faut savoir que, selon les flottilles, on a une flottille de pêcherie hauturière qui travaille à 96% dans les eaux britanniques. Et pour la 96%, ça veut dire plus des 9 dixièmes dans les eaux britanniques. C'est énorme. Et si on passe par la flottille artisanale, qui, elle, travaille en moyenne 70%. Donc ce sera une catastrophe, c'est clair. On ne se pose pas de questions. En plus de ça, on va redéployer toutes les flottilles étrangères, c'est-à-dire les Belges, les Hollandais, un peu d'Espagnols dans les eaux françaises. Donc il va y avoir une surexploitation de la ressource. Donc systématiquement, on va vers la fin de la pêche. C'est obligatoire. Donc il faut à tout prix un deal plus ou moins bon. On sait très bien que dans une négociation, on perd un peu, mais il faut un deal. C'est impératif pour les deux parties des pêcheurs. Je vous répète, les pêcheurs britanniques ont gros à perdre également. En plus de ça, ils ont une flottille qui viennent en baie de Seine pêcher la coquille Saint-Jacques. Qui leur fait quand même une bonne partie de leur chiffre d'affaires sur l'année. On n'en parle que très peu, mais est-ce qu'ils se rendent bien compte qu'ils vont perdre l'accès aux eaux chez nous également ? Merci Olivier Leprêtre d'avoir été avec nous. Paul Thompson, que répondez-vous à ces arguments ? D'abord, les pêcheurs britanniques sont extrêmement dépendants eux aussi du marché européen, à la fois pour y pêcher, mais également comme débouché. Et puis la pêche finalement, c'est 0,1% du PIB du Royaume-Uni et de l'Europe. Ça représente 100 fois moins que l'industrie financière du Royaume-Uni, moins de 12 000 emplois. Est-ce que ça nécessite réellement de faire de cette question un abcès de fixation ? Ce que je répondrai, c'est que je suis entièrement d'accord qu'il conviendrait de trouver un accord dans ce domaine et entre les trois sujets difficiles qui restent sur la table, il me semble que celui de la pêche est celle où on devrait, avec le moins de difficultés, aboutir à une solution, car il y a des possibilités d'ajustement en termes de la longueur
d'une période de transition, par exemple, pour permettre aux pêcheurs français, aux pêcheurs belges, etc., de s'ajuster progressivement à une nouvelle donne. Donc, il y a une marge de négociation sur la longueur d'une période de transition et également en ce qui concerne les parts respectives qui seraient allouées aux pêcheurs non britanniques et aux pêcheurs britanniques. Là aussi, c'est quelque chose où on peut ajuster entre tel pourcentage, tel autre pourcentage. Et je suis complètement d'accord que les pêcheurs britanniques aussi auraient intérêt à trouver une solution. Donc honnêtement, sur cette question de la pêche, il serait très étrange si on ne pouvait pas trouver une solution. Je voudrais juste ajouter une chose. C'est vrai que malgré l'importance relativement faible en termes par rapport au PIB britannique dans son ensemble de la pêche, il y a une charge symbolique qu'il ne faut pas sous-estimer pour deux raisons. Premièrement, le Royaume-Uni est une île, comme chacun sait. La mer a une place dans l'inconscient collectif britannique très important et parce que ces opérations sur la mer ont toujours été d'une importance vitale pour le pays. Et donc, ça donne une charge émotive pour des non-pêcheurs au Royaume-Uni considérable. Et donc, c'est une réalité politique dont il convient de tenir compte. L'autre élément, c'est que cette question de la pêche britannique pour les Britanniques est une question de territoire. Ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question de territoire. Et le concept derrière le Brexit, le concept de base, c'est bien de reprendre une plus grande autonomie par rapport à la direction de ses affaires et aussi par rapport au contrôle de son territoire. Et donc, ça donne aussi une importance et une sorte de charge politique à ce sujet qui dépasse et se distingue de la dimension purement économique. Un enjeu économique et un enjeu de souveraineté, on l'a bien compris. Guillaume Clossat va réagir dans un instant. C'est déjà la fin de la première partie du débat. Oui. Retrouvez-nous dans moins de 3 minutes. France 24, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'était déjà il y a 10 mois, le 31 janvier. La sortie, cette fois, du marché unique et de l'union douanière, elle est programmée, elle aura lieu quoi qu'il arrive le 31 décembre. Reste à en définir les modalités. Il y a une forte possibilité qu'elle se fasse sans accord tout court. Voilà ce qu'indique ce soir Boris Johnson. On va continuer à négocier d'arrache-pied jusqu'à dimanche. Et nous, on en débat avec ici même à mes côtés toujours Caroline de Camaret, chef du service Europe ici à France 24. Avec Paul Thompson, vice-président de la section britannique du Parti conservateur britannique, et avec Guillaume Clossat, ancien conseiller spécial du vice-président de la Commission européenne, fondateur du think tank Europa Nova et de Civico Europa. Guillaume Clossat, cette question de la pêche, c'est une question existentielle pour les Britanniques, économique bien sûr, avec des répercussions sociales aussi, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté, vous le comprenez ? Oui, mais tactiquement c'est bien joué parce que en choisissant la question de la pêche sur laquelle on sait qu'on peut avoir un accord et que tout le monde a intérêt à trouver un accord, aussi bien les pêcheurs britanniques que les pêcheurs européens et français, Boris Johnson savait qu'il allait créer de l'émotion en France et qu'il allait quelque part raviver le combat entre la France et le Royaume-Uni. Et ça a marché, et les Français, et Emmanuel Macron, et Clément Beaune ont réagi comme c'était prévu par les Britanniques. Et donc, ça permet à Boris Johnson de se positionner en défenseur historique des intérêts britanniques par rapport à la France. Et au final, il y aura un compromis qui va aboutir et il pourra se dire nous sommes les vainqueurs de
ce compromis. Et puis c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que Dominique Raab a dit mais il n'y a aucune raison que... Enfin, nous voulons être traités de la même manière que le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Japon. La vérité, c'est que les Britanniques veulent un accès privilégié au marché européen. Ils veulent garantir la persistance de Londres comme capitale financière de l'Europe et de la zone euro. Et donc, ils ont des intérêts qui sont extraordinairement importants, qui s'expliquent par la proximité géographique. Et ils veulent beaucoup plus que le Canada, la Nouvelle-Zélande ou le Japon. Donc la situation n'est pas du tout la même. Il y a un discours, je dirais, de fausses nouvelles, de désinformation de la part d'un certain nombre de dirigeants qui est organisé, mais c'est normal, c'est un combat diplomatique, c'est un combat politique, et je pense qu'on aboutira à un accord qui sera présenté comme très favorable aux Britanniques sur la pêche, et ça permettra de faire passer la pilule du reste des négociations de manière beaucoup plus facile. On va l'évoquer dans un instant, le reste des négociations. Caroline de Camaret, alors c'est quoi la pêche? C'est un leurre dans la négociation, une poire pour la soif qu'on peut éventuellement sacrifier d'un côté ou de l'autre pour aller dans le dur? On a parlé de ce Boris Johnson qui était en train finalement de titiller la fibre nationaliste, mais aussi national, c'est-à-dire que le Royaume uni, c'est important pour lui qu'il reste uni. Or, la pêche, c'est un sujet hyper sensible pour les Écossais et les Nord-Irlandais qui sont pour le maintien dans l'Union européenne. Anti-Brexit, qui sont anti-Brexit et qui, si véritablement ils voient un deal se faire qui leur est très défavorable pour ce qui est de pêcher, vont se dire qu'il est encore plus temps de quitter ce Royaume-Uni et de peut-être retrouver le giron de l'Union européenne pour mieux protéger leur pêche. Ce qui serait paradoxal. Et puis, il y a quand même aussi cette idée qu'on n'a pas suffisamment dit, les Français n'insistent peut-être pas assez là-dessus, les pêcheurs, ni d'ailleurs les Britanniques, le fait que les quotas de pêche de l'Union européenne, de la politique commune de la pêche, c'est une façon de protéger les espèces de poissons qui passent dans la Manche et qui passent au ras avec le réchauffement climatique des côtes britanniques en particulier. Ce couloir-là est beaucoup plus emprunté et que si, évidemment, on a des captures trop importantes parce qu'on ne respecte pas ce que voudraient faire les Britanniques, les quotas de pêche, eh bien, la nouvelle génération des poissons n'aura pas lieu. L'année d'après, il y en aura de moins en moins, la suivante de moins en moins. C'est une question de respect de la biodiversité et même du maintien de la filière, de la viabilité de cette filière pêche. Tout à fait, avec des règles européennes qui ont été fixées en fonction justement de la viabilité de cette filière. Autre point, c'est l'Union européenne qui refuse de sacrifier l'intégrité de son marché unique. Paul Thompson, le Royaume-Uni veut-il s'affranchir des normes européennes pour aller vers le -10 ans? Jusqu'où votre pays est-il prêt pour aller conclure demain un accord avec, par exemple, les États-Unis? Non, le Royaume-Uni ne souhaite pas devenir un pays sans normes sérieuses. Et le Parti conservateur a souligné à maintes reprises que au gouvernement, il n'a absolument pas l'intention de baisser les normes. Au contraire, il est affirmé régulièrement, même si ce n'est pas souvent repris par la presse française, je trouve, qu'il y a un désir d'augmenter les normes. En ce qui concerne le traitement des animaux, par exemple, il est considéré que les normes de l'Union européenne ne sont pas assez strictes et donc les animaux souffrent inutilement et on va y mettre fin. Et même The Economist, qui est un organe de l'ordre libéral international qui était très anti-Brexit, a récemment publié un éditorial intéressant encourageant, disant que le Royaume-Uni allait probablement, sur le plan de l'environnement, généralement parlant, adopter des normes plus exigeantes et que ce serait une excellente chose et que le gouvernement avait tous les encouragements de The Economist pour agir en ce sens. Donc, non, il n'y a pas une intention de devenir un pays à normes risibles ou manquant de substance. Il est vrai qu'il y aura une plus grande flexibilité dans les négociations avec des pays tiers, mais ça, c'est mécanique, si je puis dire.
si la France ou l'Allemagne ou n'importe quel pays était seul à négocier avec la Chine, par exemple, eh bien, par construction, ce pays-là n'aurait pas à se soucier de la position de 26 ou de 27 autres pays. Donc mécaniquement, il y a un surcroît de liberté de manœuvre. Mais ça coule de source, si je puis dire. Guillaume Clossat, l'Europe craint d'avoir à ses frontières un concurrent déloyal. C'est ça vraiment la préoccupation aujourd'hui des Européens ? C'est pas tant ça que le fait que, comme la chancelière Merkel l'a dit, avec le Green Deal, on va augmenter considérablement nos normes, notamment en matière environnementale et peut-être en matière sociale. Et à partir de là, on doit, à partir du moment où les économies britanniques et européennes vont rester en vérité très imbriquées et que si on rétablit les frontières, dans les faits, on souhaite garder les liens économiques, humains, financiers, eh bien, cette intégration justifie que le niveau de normes de part et d'autre, notamment sur le sujet environnemental qui est clé dans la stratégie européenne, soit équivalent. Que les Britanniques aient des normes supérieures aux nôtres, comme l'a dit M. Thompson, ça ne nous dérange absolument pas. En revanche, qu'ils aient la possibilité de les réduire de manière drastique, mais à certaines reprises, Boris Johnson a laissé entendre que le Royaume-Uni, ça pourrait être un peu comme Singapour, ça pourrait être une place ouverte au monde à tout vent de concurrence. Évidemment, on ne le veut pas. Et donc, il est normal qu'on se prémunisse. D'autant plus que dans l'accord de séparation, il y a toute une série de choses essentielles qui ne valent, encore une fois, ni pour le Canada, ni pour la Nouvelle-Zélande, ni pour aucun autre pays au monde. La vérité, c'est que l'Union européenne va devenir le partenaire, la relation spéciale du Royaume-Uni, plus que ne l'a jamais été les États-Unis d'Amérique. Voilà ce qui va se passer. C'est ça la vérité. Et ça, M. Johnson n'a pas envie de le crier haut et fort. Il va y avoir un accord sur Il va y avoir un accord sur cette question tel que vient de le décrire Guillaume Clossat, Caroline de Camaret. Il y a quand même beaucoup de craintes sur la divergence réglementaire et en matière de normes. Parce que, en fait, quand on quitte, accord ou pas accord, au 31 décembre, l'Union européenne, on quitte par exemple la politique agricole commune. Et on quitte aussi tous les traités signés par l'Union européenne en faisant bien attention qu'on prenne en compte cette politique agricole commune, qu'on prenne en compte le Green Deal, etc. Là, en l'occurrence, on a vu un Boris Johnson qui voulait absolument signer un accord commercial avec un certain Donald Trump qui n'est plus au pouvoir, et en particulier, apparemment, le poulet au chlore et le bœuf aux hormones dans cet accord commercial, ça ne le gênait pas plus que ça. On s'est rendu compte que les Britanniques, ça les gênait, qu'ils étaient habitués aux normes européennes, finalement, au bout de toutes ces années, et qu'effectivement, il y avait une bronca quand même. Donc, il a rétropédalé sur la question de ces normes sanitaires très, très visibles, OGM, poulet chloré, je le disais, bœuf aux hormones. Pour ce qui est un petit peu moins visible, il faudra voir si c'est pas... le démantèlement du système de santé qu'on voilà, évoquait si ce sont les bas prix qui... Mais en tout cas, dans ces accords commerciaux, il y a la place pour un dumping social, environnemental. Aux Américains, les Britanniques ont dit c'est plus d'actualité. Ça n'a jamais été d'ailleurs, ont-ils dit. C'est plus d'actualité. Est-ce que ce dumping peut aussi avoir lieu au niveau de l'Irlande du Nord si cet accord il a été sécurisé il y a quelques jours, la façon dont on allait exporter et importer à travers l'Irlande du Nord. Mais ça a été beaucoup une inquiétude aussi que ça sert de plaque tournante à un certain dumping d'entrée de marchandises qui ne serait pas aux normes européennes et qui coûterait effectivement moins cher. Tout cela, effectivement, est sur la table dans cette négociation très difficile. C'est bien la preuve, tout de même, le fait effectivement que les députés et le gouvernement britannique soient revenus finalement sur ces clauses qui, d'une certaine manière, violaient les traités internationaux. Paul Thompson, s'agissant de l'Irlande du Nord, qui revenait finalement sur ce qui avait été négocié pour faire ces fameux backstops avec l'Irlande du Nord. Est-ce que ce n'est pas le signe que malgré tout, on appréhende fortement du côté britannique, malgré tout ce que l'on peut dire, les conséquences d'un no deal ? J'exprimerai la chose autrement. Je pense que c'est le signe
que Boris Johnson et son équipe souhaitent que la négociation aboutisse. Et donc, c'est une sorte de marque de bonne volonté. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Je voudrais dire quelque chose sur cette question de dumping et de concurrence déloyale. Il y a un problème conceptuel. Qu'est-ce que c'est qu'une concurrence qui n'est pas loyale? Dans certains pays européens, la France par exemple, on condamne dans les termes les plus vifs l'Irlande depuis des décennies parce que le taux d'imposition sur les sociétés est nettement plus bas qu'en France. C'est ce que les Britanniques appellent le level playing field, Paul Thompson. Oui, mais justement, dans quel domaine et jusqu'à quel degré est-ce qu'il doit être plat, ce playing field? Toute la question est là. Ce que j'essaie de dire simplement, c'est il serait faux de viser une sorte d'égalité, une non-indifférenciation totale entre le Royaume-Uni et les 27 de l'Union européenne des 27. C'est tout ce que je voulais dire. Le niveau d'imposition des Irlandais, quelque chose avec lequel les autres États membres doivent vivre parce que les traités le veulent ainsi. En ce qui concerne sur les conséquences d'un no deal tout de même, les conséquences d'un no deal tout de même et le Royaume-Uni. Les conséquences d'un no deal, elles sont pour le Royaume-Uni considérables. Oui. Paul Thompson reviendra après. Oui, allez-y, Guillaume Clossat, et puis je redonnerai la parole à Paul Thompson. Pardonnez-moi. Elles sont considérables. D'abord, ça va être une défiance à l'égard de la parole du Royaume-Uni dans le monde entier. C'est un signal de déclin qui est très fort. Secondo, c'est la perte de Londres comme grande capitale financière et même peut-être artistique mondiale. C'est la capitale des ventes aux enchères pour les ventes européennes. Et ça va contribuer à un déclassement très rapide du Royaume-Uni. Vous pensez qu'on va le ressentir très vite, ça, Guillaume Clossat? Moi, je pense que le Royaume-Uni va le ressentir très vite, d'autant que c'est le pays qui est parmi les pays de l'OCDE le plus touché par le Covid, tant économiquement que sanitairement. Je pense qu'il y aura une crise institutionnelle qui sera très forte. Et je souhaite bonne chance au successeur de Boris Johnson. Et puis, il va se passer quelque chose, c'est que, en vérité, moi, je me rappelle que Cameron avait fait un tour sur tous les chapitres européens, justice, commerce, etc., pour voir où en était la législation britannique. Et sur tous les points, les Britanniques étaient plus exigeants que l'Union européenne. Donc, en vérité, les Britanniques ont l'habitude de bénéficier des conditions et des normes européennes sans en avoir conscience, parce qu'il n'y a pas eu d'éducation. Et ce sont des Européens comme les autres dont on a refusé de révéler, je dirais, l'identité et l'appartenance européenne. Et je pense que c'est un pays qui sera dans une situation de désarroi et de révolte très, très grande. D'autant que la perspective d'un Global Britain ne fonctionne pas. Les pays du Commonwealth n'ont pas réagi très positivement à cette idée. Donc, réhabiliter une fiction d'empire britannique, ça va pas marcher. Donc, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à un no deal. Il y a intérêt à se battre le plus longuement possible pour montrer qu'on a défendu les intérêts et la souveraineté britannique. Il y a un intérêt à un certain storytelling avec Boris Johnson vainqueur contre les méchants Européens et les méchants Français. Il y a un intérêt à trouver des arguments pour maintenir l'unité du Royaume-Uni, notamment avec la pêche, comme Caroline de Camarel l'a très dit justement pour les Irlandais du Nord et les Écossais. Mais c'est essentiellement une histoire qu'on doit raconter pour préserver l'unité du peuple britannique et pour donner le sentiment qu'on sort par le haut et vainqueur de quelque chose qui est un échec et pour l'Union européenne et pour le Royaume-Uni et qui n'a
aucun sens historique ni aucun sens politique. Merci Guillaume Clossat. Caroline de Camara, un échec pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne qui a annoncé quand même des mesures d'urgence, preuve qu'on cherche tout de même côté européen à amortir le choc que serait une sortie sans accord. Oui, parce que en plus, vous savez, jusqu'à présent, on était dans cette période de transition. Donc les Britanniques se sont dit, mais il se passe rien en fait. Il y a eu le Brexit en janvier, il s'est rien passé, donc il va rien se passer. Et en fait, si maintenant qu'on se rapproche de la date justement de la fin de l'accord commercial, il se passe des choses maintenant. Et c'est ça que je voudrais souligner véritablement, c'est que les ports de marchandises sont d'ores et déjà débordés à la veille du grand saut, provoquant des difficultés d'approvisionnement dans les produits comme des jouets, les pièces automobiles. La Grande-Bretagne a dit qu'il fallait vite, d'urgence, aider l'Irlande du Nord avec 400 millions de pounds, donc 440 millions d'euros pour soutenir l'économie de cette province dont on a peur qu'elle s'effondre faute d'approvisionnement. Hein. On est déjà dans l'après, en fait. La rupture des chaînes d'approvisionnement. Voilà. Et puis, on le disait, la Commission européenne, et c'est vraiment très important, alors qu'on lui demandait depuis des semaines, les pays membres lui disaient, il est temps de sortir le fameux plan d'urgence no deal, l'a mis sur la table aujourd'hui et en particulier en matière de pêche et de transport, elle demande une certaine continuum, d'avoir en tout cas 6 mois pour les transports et 1 an pour la pêche pour justement organiser finalement par des accords au moins bilatéraux qu'elle pourrait essayer de négocier qu'il n'y ait pas un blocage monumental qui impacte encore plus des économies déjà très fragilisées par le Covid. Et là, en l'occurrence, eh bien, elle a aussi une fin de non-recevoir du 10 Downing Street, ce qui est tout de même très intriguant à ce stade qu'on ne veuille ni négocier un nouvel accord commercial, ni négocier le plan B de cet accord commercial. Paul Thompson, comment se fait-il que les Britanniques, alors qu'on assiste déjà à des blocages dans les ports, alors qu'il pourrait y avoir effectivement ces embouteillages monumentaux et ces ruptures des chaînes d'approvisionnement, n'ont pas le vertige à 3 semaines de ce grand saut dans l'inconnu? Écoutez, je pense que cette présentation des perspectives n'est pas très juste. Il y aura peut-être des complications dans les ports, mais il faut reprendre le tableau dans son ensemble. En ce qui concerne le City, Axel Weber, qui est le patron de UBS, la plus grosse banque en gestion d'actifs du monde, a dit récemment à une conférence du FT à Londres qu'il s'attendait à ce que Londres reste la place financière prééminente en Europe. Et en ce qui concerne les rapports entre le Royaume-Uni et d'autres pays extra-européens, je signale qu'avec le Canada, un accord a d'ores et déjà été signé, selon mes informations, pour reproduire ou répliquer le contenu du CETA, mais sur une base bilatérale entre le Royaume-Uni et le Canada. Donc ça, c'est juste un exemple. Et il y a aussi un accord conclu avec le Japon, qui n'est pas un pays insignifiant sur le plan économique. Donc l'idée que tout va s'écrouler, je pense, est fausse. Néanmoins, il est tout à fait juste de dire que ce serait regrettable s'il n'y a pas d'accord. Et comme j'ai dit tout à fait au début, je continue à penser qu'il y aura un accord. On verra bien, évidemment, mais mon pronostic est qu'il y aura un accord parce que c'est dans l'intérêt vital des deux côtés, pour beaucoup de raisons qui ont été exposées pendant toute cette émission. Et donc, il ne faut pas désespérer de l'issue. Mais je ne pense pas qu'il est souhaitable de dépeindre la situation du Royaume-Uni sans accord comme étant calamiteux. Je ne pense pas que ce serait le cas et les Britanniques auraient, dans ce cas regrettable, assez de ressources pour s'en sortir quand même, je crois. Merci, réponse. Vraisemblablement à la fin du week-end, enfin cette fois on l'espère, mais ça fait déjà 4 ans et demi qu'on le dit. Merci beaucoup Paul Thompson d'avoir été avec nous. Merci également à Guillaume Clossat ainsi qu'à ma consoeur de France 24, Caroline de Camaret. Restez avec nous à suivre un nouveau journal dans moins de 8 minutes sur France 24.